Susanna est l'un des 3 enfants de la famille Todd. Voici son père, John. Il arrive parfois le samedi que près de 30 personnes se retrouvent dans ce domaine. Le premier coup d'œil est trompeur. On pourrait ne voir ici qu'un simple potager, mais il s'agit de bien plus que cela. Les nouveaux alchimistes s'efforcent de reproduire le processus de recyclage de la nature en reliant toutes ses composantes entre elles. Si l'on agit ainsi, c'est afin d'obtenir une culture plus stable, plus forte et plus saine. La ferme de l'Alchimie Nouvelle se trouve à Cape Cod, dans l'est des États-Unis, et elle est sise sur 5 acres de terre sablonneuse. À l'aide de sources d'énergie naturelles, telles le vent, le soleil et l'eau, et d'idées anciennes, adaptées à ses besoins, le petit groupe y cultive et élève une étonnante variété d'espèces en une chaîne où chaque élément nourrit le suivant. Le vent fait tourner le moulin qui pompe l'eau, laquelle sert à l'irrigation du potager, où poussent des carottes qui nourrissent les lapins, dont les excréments engraissent les vers de terre, qui, eux, comme les feuilles de carottes, serviront de nourriture aux poissons. Et poissons, lapins et carottes seront la nourriture des hommes. Les apports financiers de différents organismes permettent à ce genre de pionniers du XXIe siècle de poursuivre leurs recherches. 2 des membres du groupe vivent ici en permanence, dans la maison qu'ils ont louée avec la terre. Les autres habitent aux environs et travaillent à la ferme quand ils le peuvent. Parmi les meneurs du groupe, on retrouve le Dr John Todd, biologiste marin passionné par le travail de la terre, et Nancy Todd, rédactrice du journal New Alchemy, Alchimie Nouvelle. Bob Angevine est le responsable des finances. C'est un ancien militaire qui a longtemps travaillé sur une ferme de type traditionnel. Enfin, le Dr Bill McLarney est un spécialiste reconnu en aquiculture. Le docteur McLarney est heureux de ne pas être coupé du reste du monde et pense que les nouveaux alchimistes ne doivent pas croire qu'ils ont à changer le monde. Considérant que seuls de rares individus ont ce privilège, il préfère choisir parmi les directions que la société semble pouvoir prendre, celle qui lui apparaît la meilleure, et y consacrer son effort personnel, si petit et isolé soit-il. Il n'a pas pour autant l'intention de se bousculer et compte, chemin faisant, s'y amuser beaucoup. Ce film, tourné à la fin de l'été 1973, est un compte-rendu de l'évolution de l'expérience. Les nouveaux alchimistes n'auraient certes pas pu faire l'acquisition d'outillages coûteux, mais même millionnaires, l'idée ne leur en serait pas venue. Ce vilebrequin d'automobile trouvé au dépotoir n'a coûté qu'$1 et servira à la construction d'une éolienne. Ces roulettes permettront à la plaque tournante de suivre les changements de direction du vent. Marcus Sherman et Earl Barnard se sont donnés comme rôle d'apprivoiser l'énergie des éléments. Ils retournent parfois ainsi aux origines de la civilisation et parfois explorent de nouvelles techniques. Ce moulin, connu sous le nom de rotor de Savonius, est assez différent du moulin à vent américain ordinaire à axe horizontal. En effet, il tourne sur un axe vertical, et ce, toujours dans le même sens, quelle que soit la direction du vent qui pénètre dans ces parties recourbées.
and goes through it and goes out the other side. So it always rotates this way, no matter where the wind's coming from. Lorsque les fils actionnent cette longue tige de bois horizontalement, l'autre tige transmet une poussée verticale à la pompe. C'est une pompe à piston tout à fait ordinaire. Elle tire l'eau d'un puits creusé directement au-dessous. L'eau est amenée dans un baril muni de 2 boyaux. Le premier se rend à la cage des lapins pour les abreuver, et l'autre sert à l'arrosage du potager. Chacun des 3 moulins à vent de la ferme a été construit dans un but précis. Le moulin principal, qui servira à pomper l'eau, est presque terminé. Okay. Ces 2 longues vis retiennent toute la pièce. Le piston est ainsi attaché au vilebrequin et monte et descend quand celui-ci tourne. La troisième éolienne, celle du potager, charge à petite dose l'accumulateur qu'on y a branché. Cette vieille roue de bicyclette a été transformée en hélice. Des lames de fer blanc très recourbées à l'intérieur et plates à l'extérieur lui permettent de tourner très vite. Le moyeu de la roue renferme un générateur d'un type bien connu, surtout en Europe, et qui produit de l'électricité qui est transmise à l'accumulateur par 2 vis et des fils. Ask them if they're ready for the sales. Cette fin de semaine-là, des visiteurs de New York assistaient à la mise en marche de l'éolienne principale. À leur grand étonnement, on était à décorer la voilure de batik. It's practically a lost art. Okay, when you let it go, give it a little spin. Okay. Ta-da! Good to me. That's it. Works, it works. Tous les 2 ou 3 jours, on se rend au dépotoir, à 3 km de la ferme. Le recyclage n'est pas qu'une philosophie. Ce dépotoir est une source importante d'approvisionnement. La ferme se trouve à 8 km de l'océan et à 1 km d'un lac, mais le poisson élevé sur la ferme demeure un important maillon de la chaîne. On élève des lapins et des poules pour obtenir les protéines de la viande et des œufs, mais l'élevage des poissons est malgré tout l'expérience la plus importante.
Le dôme géodésique chauffe le bassin central. On y élève le tilapie, poisson dont le Christ aurait nourri les foules. On n'a pas choisi un poisson local, comme la truite ou le poisson-chat, surtout pour deux raisons. On a préféré un poisson peu complexe dans la chaîne alimentaire et qui mangerait algues et mauvaises herbes. Bref, un poisson qui, contrairement à la truite, consommerait peu de protéines, tout en fournissant beaucoup. La deuxième raison est d'ordre pratique. Les tilapies sont très faciles à élever. On peut les entasser et ils ne sont pas sujets aux maladies, ce qui est plutôt rare. Pour toutes ces raisons, n'importe qui peut les élever sans problème. On note avec soin la nourriture qui leur est donnée. On leur donne entre autres du soja qu'on a commencé à cultiver ici même. Taking a few seconds to come up and get this, but then you'll see little vacuum cleaners going along. Un supplément de protéines favorisera leur croissance. Des vers de terre ordinaires sont déposés sur un minuscule radeau perforé. Les vers qui se glisseront à l'eau par ces trous seront aussitôt dégustés par les poissons. Les lapins servent indirectement à nourrir ces vers de terre. En effet, les excréments ramassés sous les cages et auxquels on ajoute un peu de fumier forment un milieu ambiant idéal pour un ver. Les nouveaux alchimistes sont toujours à la recherche de nouvelles sources de protéines peu coûteuses et propres à l'élevage du poisson. L'eau pompée par le nouveau moulin alimente aussi le bassin d'élevage des larves d'insectes. Ce sont des larves de chironome, un insecte semblable au moustique, mais qui ne pique pas. C'est un aliment naturel de plusieurs poissons. Et certains, dont le docteur McLarney, croient même qu'ils favorisent beaucoup leur croissance. Ce produit stérilisé des égouts de Milwaukee est comparé, comme engrais, à du fumier de cheval. Les bassins sont ainsi fertilisés une fois la semaine. On cherche à découvrir une méthode de production maximale en faisant l'essai de différents fertilisants en vente sur le marché. Il est évidemment assez ennuyeux de compter toutes ces larves une à une. Toutefois, si un bassin de production devait servir à nourrir les poissons, il suffirait de plonger les toiles qui y sont suspendues dans l'étang des poissons et de laisser ceux-ci faire le travail. À une dizaine de mètres du dôme se trouvent des bassins à toit plat. Et même s'il faut s'accroupir, on peut y pénétrer. Wow, wow. Hang on. He's got red too. Yeah. He must be from. He's the biggest one we've got. Dans un espace aussi restreint, on fait face au problème d'avoir à élever suffisamment de poissons à manger sans pour autant que la surpopulation les fasse mourir. C'est pourquoi, dans ces autres bassins, on élève des prédateurs. Surgit alors un second problème, celui de garder sain et productif un milieu aussi clos.
Ces réservoirs constituent le système de filtration. Les excréments des poissons dégagent à la longue des produits qui freinent leur développement. On pompe l'eau du bassin qui pénètre au fond du réservoir par ce boyau. À mi-hauteur se trouve une couche de coquillage plus ou moins brisée et posée sur une plaque perforée. Ces coquilles de palourde que l'on trouve ici, sans qu'il en coûte un sou, favorisent la croissance de certaines bactéries. Ces bactéries transforment les composés d'azote rejetés par les poissons en d'autres composés qui, au lieu de freiner la croissance, fertilisent le bassin. Les deux réservoirs connexes ont la même fonction. Le deuxième n'est qu'une addition au premier, trop petit pour suffire à tout le bassin. On s'est servi pour les construire de vieux réfrigérateurs que l'on trouve facilement. Une dernière mesure s'impose, l'aération de l'eau. En effet, les bactéries qui purifient l'eau épuisent en même temps sa réserve d'oxygène. Si on ne compensait pas cette perte, on aurait tôt fait d'asphyxier les poissons. On peut donc en arriver à construire un système très bon marché, ce qui n'est pas le cas des appareils vendus dans le commerce. En 10 semaines, les tilapies pèsent de 200 à 250 grammes et sont propres à la consommation. John Hess, chroniqueur gastronome du Times, est l'un des visiteurs de New York et il a l'intention de rédiger un article sur ces poissons. This is actually going to be a bit of a zoo because they tend to outwit one. This last. Okay, we may need to get a few more inches out of here before I can even start going after them. Yeah, they're a little faster than I am yet. Quand le niveau de l'eau aura baissé, ils se laisseront prendre au filet bien plus facilement. Oh, we'll get our big friend out here now. Had him in 3 times and he didn't even run away. He's even there. You see, he's fairly, or she, I guess, it's fairly full. You know. You want to get him right there between the eyes. It's a little hard to work with because the knife is sharp. No, these are the wrong. Il aurait peut-être fallu choisir un poisson de forme plus esthétique ou appétissante, suggère-t-on. Why don't you just stab him? I don't want to use that. On a réussi à élever à peu près 200 poissons de taille satisfaisante dans le bassin principal. Madame S. et Nancy ont préparé le poisson très simplement à l'huile d'olive et au persil. Les nouveaux alchimistes goûtent pour la première fois les poissons qu'ils ont eux-mêmes élevés. And I'll tell you what has to be done, see? Okay, at once. Yes. First I'm going to have a little one. So, do you want to pepper the Oh, yes. baked ones? Now, which one is the one you didn't do? This is not peppered yet, so. This and the baked ones haven't been peppered. And the idea is for everybody to take No, a they fork were and take a peppered, tidbit actually. off Remember, the you fork. peppered them before, so they're fine. Oh yes, they were peppered before. Now, we don't have a spoon to sort of spoon the sauce up and around, do we? I'll get one. Not bad. Comment ça va? Not bad. Ça, c'est la friture. That's good. I think Bah, tant mieux. they're good. Come on. Come on. Time to pepper it. Well, Hey, that's all right. So what is the soup? flour instead of cornmeal. Yeah, it is. They're going to play. Oh, there, huh? Soaked in milk. Drop the bones. How does that one? This is the big.
That's the winner. The bait? Yeah. Plus que l'élevage du poisson ou l'agriculture, c'est l'analyse de l'interdépendance des éléments dans la nature qui intéresse le groupe des nouveaux alchimistes. C'est pourquoi, par exemple, on travaille à la comparaison de l'eau du bassin à celle du robinet en tant que facteur nourricier. On cultivait ici des betteraves, de la laitue et des courgettes. On accueillit toutes les betteraves et une partie de la laitue. La laitue arrosée avec l'eau du bassin semble plus grosse. Mais il faudra attendre l'automne pour pouvoir considérer l'ensemble des résultats, ce qui sera sûrement très intéressant. Well, by the time the first frost hit, I think it'll be very interesting. You're stepping on the parsley. Pardon me. Dans cette autre partie du potager, on cultive plusieurs sortes de choux. L'expérience consiste à découvrir, de toutes ces espèces, lesquelles pousseront sans l'utilisation d'insecticides. Ces résultats seront comparés à ceux de centaines d'autres chercheurs. Nous avons une vingtaine de sortes de choux, et pour chacune, on a planté 20 spécimens. En voici un exemple, dévoré par les vers. Afin d'évaluer l'étendue des dommages que peuvent causer ces parasites, on n'arrache pas les plants attaqués et on ne les arrose pas d'insecticides. Cette expérience nous apprendra quelle espèce de chou est la plus résistante. Certains plants sont presque complètement dévorés, comme celui-ci, dont la tête est presque arrachée, tellement elle a été rongée. L'information recueillie servira à démontrer aux fermiers qui ne veulent plus utiliser les poisons que sont les insecticides que tel ou tel type de culture s'est bien comporté pendant la période d'expérience. Toutes ces données seront aussi comparées aux résultats des autres chercheurs qui participent à ce vaste programme de recherche à travers tout le pays. Les résultats combinés de 20 ou 200 chercheurs auront certes plus de poids quand il s'agira de convaincre les agriculteurs de l'Oregon, de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse ou de la Géorgie. C'est la raison d'être du programme de recherche. Il y a aussi un autre but, celui de pousser les agriculteurs à redevenir des chercheurs qui se débrouillent par eux-mêmes, sans toujours se fier aux experts. Bob Angevine, le responsable des finances, est un homme pratique. Il affirme que si on ne peut vivre décemment de la culture de 5 acres de terre sans aucun outillage, on peut toutefois improviser. On peut par exemple transformer un broyeur à compost en une batteuse. See the birds have been eating it? Mhm. Okay. Feel this one. Yeah. Yeah. Here, take that to Bob. Ooh. Les tournesols alimentent les lapins et les poulets en protéines. Il y a 3 mois, on a tenté l'expérience de planter des graines de tournesol dans une terre enrichie de chaux et d'engrais organiques. Dans une autre section, on a aussi semé des graines, mais cette fois dans un sol laissé en jachère pendant plusieurs années et qu'on avait seulement retourné. On avait cru qu'après tant d'années, le sol serait redevenu suffisamment fertile, mais on constate de façon extrêmement convaincante qu'il faut répondre aux besoins précis d'une culture donnée pour en espérer une production satisfaisante. On ajoute au tas de compost les déchets de la cuisine, les mauvaises herbes, le gazon coupé et le vieux foin. And old hay. And cover it up in this box and let it sit here for a while.
D'ici 2 mois, les déchets se seront transformés dans cette boîte en un excellent compost friable qui servira à engraisser le potager. Les tournesols récoltés retournent au compost et la boucle est bouclée. Le cycle ne s'arrête jamais. Les produits du potager iront enrichir la terre pour l'année à venir. What's it, Mom? Il faut remarquer que le plan du potager n'est pas le fait du hasard. Il semble en effet que les œillets d'Inde, appelés aussi vieux garçons ou soucis, aient la propriété de chasser les insectes. On plante aussi à proximité les oignons et l'ail qui ont le même effet. C'est la technique dite de compagnonnage. Ce qu'on pourrait qualifier de design écologique est une technique fort efficace. Il y a quelques semaines, une partie du potager a été littéralement envahie par de petits oiseaux qui s'occupaient de dévorer les insectes. On est certain que c'est là une conséquence directe de la configuration des lieux qui offre de nombreux abris et perchoirs à ces oiseaux. Les nouveaux alchimistes ne prétendent pas se suffire à eux-mêmes grâce à un paradis terrestre miniature, mais ils désirent ardemment renouer ces liens vitaux avec le vent, le soleil, l'eau, le sol et les bêtes, grâce auxquels il fait bon vivre sur cette terre.